le dise, on s'en va vers le Canada, puisque désormais c'est au fédéral que Simon-Pierre Savard-Tremblay entend mener carrière et il s'est lancé en politique et il va commenter avec nous aujourd'hui un peu ce qui se passe là-bas. Évidemment, il commentera du haut de son nouveau statut de futur candidat bloquiste ou de candidat où vous devez traverser une investiture. Candidat à l'investiture dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte, qui deviendra Saint-Hyacinthe-Acton au moment de la dissolution de la Chambre. Donc, candidat à l'investiture, pour l'instant, je n'ai pas d'adversaire déclaré. J'ai l'appui également de l'exécutif de la circonscription. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est en droit, évidemment, de demander un bulletin. Mais là, il n'y a même pas encore de convocation pour l'investiture. Oui, mais comme c'est vous qui arrivez, Simon-Pierre, tout le monde tremble et vous n'aurez peut-être pas d'opposition et vous serez élu haut la main. À moins que vous contre la chaise. J'ai pas. Un duel Nick Simon-Pierre. Ok, on en reparle. Parce qu'on dit que vous avez déjà connu le chef du Bloc québécois dans une autre vie. C'est vrai, c'est vrai. On m'expliquait tout à l'heure que vous avez promis à la régie de ne pas parler de ça pendant l'entrevue. Moi, j'ai déjà promis ça. Oui. Alors, en transparence totale, oui, j'ai connu François Blanchet parce que je jouais de la guitare avec des artistes qui évoluaient sous son aile. Mais je dirais quand même. Non, mais je voulais juste ajouter une précision juste avant, par rapport à ce que vous disiez. Je ne veux pas faire carrière à Ottawa. Je ne serais pas cohérent comme indépendantiste si je vous disais que je veux faire carrière à Ottawa. Ah, ben là, vous prenez le devant sur mes questions. Que je vais être le député qui va le travailler le plus fort pour perdre sa job. Ah, c'est excellent. Avant juste qu'on entre dans le fond, moi, je voulais simplement d'abord te féliciter pour le saut. Merci. Ensuite, remarquer qu'on a déjà fait la route ensemble. Hein, on avait participé à un débat et puis je t'avais demandé quand est-ce que tu allais faire le saut en politique et tu m'as répondu. Ne me souhaite pas ça. Alors, je trouvais ça assez comique. On croit que je suis devenu masochiste. En fait, tel que tu le dis, t'espères en sortir rapidement, donc il y a peut-être encore une cohérence là, qui existe là. Bon, alors pendant qu'on est dans les confidences, moi, puisqu'on parle de faire le saut, j'ai pas vraiment fait le saut quand j'ai appris que Simon-Pierre faisait le saut. Il m'a toujours semblé que c'était une bête politique et qu'on allait le bête au sens, n'est-ce pas? Je suis pas bête non plus. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Bon, maintenant qu'on a enlevé toutes ces questions épineuses de la table, parlons de ce qui se passe là-bas. À Ottawa, les derniers sondages nous donnent les libéraux de Justin Trudeau en tirant légèrement de l'arrière sur les conservateurs d'Andrew Scheer. Ce ne sont que des sondages dans une période un peu encore où tout peut bouger beaucoup. Et par ailleurs, on parle de 38% pour les conservateurs et 33% pour les libéraux là, ces jours-ci. C'est presque la marge d'erreur. Au fond, si 38 descend à 36 puis 33 monte à 35, c'est une toute autre histoire. Bref, c'est plutôt serré entre ces deux-là et on sent que ça colle toujours pas très bien pour Jagmeet Singh et le NPD qui semble revenu à ses niveaux traditionnels plutôt bas. Et puis, ben, il y a le Bloc québécois, donc dans ce portrait-là, qui fait son possible pour reprendre du poil de la bête. Viviane Martineau-Croteau, qu'est-ce qui va arriver au Bloc avant qu'on parle directement à Simon-Pierre Savard-Tremblay? À quoi on peut s'attendre de ce côté-là? Quand tu es au fond du baril, tu peux juste remonter. En même temps, est-ce que ce qui est arrivé au Parti québécois, tiens, disons-le comme ça, aux dernières élections, est annonciateur de quelque chose pour le Bloc aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de mouvement irrésistible vers le bas pour ces deux partis-là qui sont frères aux dernières nouvelles, en tout cas? Je ne sais pas. Sincèrement, je me trouve bien mal placé pour faire une quelconque prédiction par rapport aux prochaines élections. C'est sûr que moi, je suis tout à fait d'accord avec la ligne parce que, bon, on parle beaucoup du projet de loi 21 sur la laïcité, puis veut pas, le Bloc québécois en a parlé beaucoup dernièrement. Je suis d'accord avec la ligne qui dit que c'est au Québec que ça se décide. Absolument, je suis une indépendantiste. Alors, on pense ici à ce panneau publicitaire que le Bloc a installé à Ottawa où ça disait Québec... Québec knows what's right for Québec, thank you. Thank you, merci beaucoup, bonsoir. On comprend que ça se destinait surtout au Québec. Oui, au Québec, il y a beaucoup de gens là-bas qui ont peut-être pas su de quoi on parlait. Alors, on voit que c'est ça un peu la ligne d'attaque. Oui, c'est ça. Là où je trouve ça personnellement un peu plus délicat, c'est de faire campagne là-dessus en prenant vraiment sur le dos la position du gouvernement de la CAQ, finalement. Ce qui va normalement arriver, puisque Yves-François Blanchet a promis de défendre les positions de l'Assemblée nationale et même nommément de la CAQ, a-t-il dit, dans bien des cas. Alors, est-ce que, c'est question subsidiaire,
Bloc est capable de rassembler l'ensemble des indépendantistes s'il prend cette position-là. Là, je pense bien sûr à Québec solidaire. Il y a, alors là, on débat beaucoup à savoir combien il y en a, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce que QS est vraiment beaucoup un peu indépendantiste. Toujours est-il qu'il y en a là. Il y en a. Une chose est sûre par rapport à QS, c'est que non seulement il y en a, mais c'est en croissance. Ce sont beaucoup des jeunes. Et notamment des jeunes, il y a énormément de jeunes qui n'avaient pas encore le droit de vote à la dernière élection, qui vont l'avoir soit à la fédérale qui vient ou aux prochaines élections provinciales, qui ont QS tatoué sur le cœur. Moi, ayant fait campagne avec Québec solidaire, j'en ai croisé, puis je trouve ça vraiment impressionnant. Et je trouverais ça dommage que dans cette direction-là, le Bloc se coupe un peu de ce bassin de renouvellement. Gabriel Beauchemin, oui, je rajouterais rapidement sur ce point-là. Effectivement, on a entendu certains sondages qui indiquaient que la CAQ représentait le champion chez les jeunes. Cela dit, c'est quand même une chose que d'être le champion chez les jeunes, puis d'être le champion chez les jeunes militantes. Politisés, exact. J'ai l'impression effectivement que Québec solidaire réussit tout à fait à prendre la base des jeunes qui étaient au PQ autrefois. Hein? Oui, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, enfin, mais sans venir à critiquer les jeunes qui sont plus au niveau de la CAQ, mais j'ai l'impression que l'atout peut-être ou la force de Québec solidaire, c'est de réussir à réunir des jeunes qui sont profondément mobilisés. Il y a une distinction certainement à faire. Exact. Oui, vas-y. Je m'excuse juste pour ajouter aussi, il y a un article qui est sorti dernièrement sur le fait que les jeunes sont un bassin d'adhérents à la souveraineté très intéressant encore parce qu'il y a un très faible pourcentage des jeunes Québécois qui s'identifient comme fédéralistes. Ils ne s'identifient pas nécessairement plus comme souverainistes non plus. Ça, c'est résultat. On a vu ça dans des sondages récents. Puis cette semaine, je crois. Au fond, on remarque dans ce sondage-là que la question nationale n'est juste pas à l'ordre du jour, en fait. Ils ne se disent ni fédéralistes ni souverainistes dans des proportions que je n'ai presque jamais vues. Absolument. Depuis longtemps. Depuis longtemps, en fait, que le débat n'a pas eu lieu. Là. Alors, pour en revenir au bloc, est-ce que ça va... Ce qui est intéressant au niveau du bloc est poussiéreux pour les jeunes. Pour les jeunes, je ne sais pas, mais je trouve que le Bloc est en train de se créer un espace de politique partisane qui est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire que on assiste quand même à une visibilisation de plus en plus importante du Bloc, à savoir si ça va se traduire par plus de sièges, peut-être que oui, peut-être que non, mais au final, le Bloc est en train quand même de se constituer comme l'opposition officielle, si on veut, au Canada, c'est-à-dire vis-à-vis du Québec. C'est-à-dire que il est le seul à représenter pour plusieurs projets, pour dans plusieurs dossiers. Dossiers, oui, de la CAQ. Il est le seul à représenter sur la scène fédérale ce que François Legault souhaite. Et donc, à savoir si ça va se traduire par une augmentation des députés pour la prochaine élection ou si effectivement la débâcle du PQ va pas être un peu annonciatrice, comme tu le mentionnais, Nick, des prochaines élections pour le Bloc. Mais il représente enfin en ce moment où il commence à se constituer, puis il y a comme une belle voix, c'est-à-dire devant lui, pour représenter une opposition au fédéral de la part du Québec. Là. Alors, Simon-Pierre Savard-Tremblay, avant d'aller dans le prochain segment à fond sur vous, est-ce que... Oh oui, on ne vous manquera pas, vous allez voir. Non, mais on va jaser vraiment de vous et de votre... On a un coin de vos motifs. Mais toujours est-il que... Est-ce que... sur quoi il faut miser au Bloc, là, selon vous? Vous êtes allé là parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire. Combien de temps me laissez-vous? Là, à peu près 30 secondes, mais après, vous allez avoir... Alors, non, mais tu sais, un ou deux trucs essentiels. Où est-ce qu'il faut que ça se passe pour le Bloc? Ben, où est-ce qu'il faut que ça se passe? C'est on parle de la jeunesse juste à l'instant. Il y avait des milliers de jeunes dans les rues pour demander des actions concrètes sur le climat. On parle en ce moment aussi de la laïcité. Deux enjeux qui font jaser. Pas nécessairement, il faut le dire, les mêmes groupes générationnels nécessairement. Mais sur ces deux questions, il y a un blocage institutionnel que si l'Assemblée nationale, si le Québec veut aller de l'avant, il va y avoir des blocages institutionnels. Le fait est qu'on a perdu, malheureusement, depuis longtemps, le lien automatique qu'on faisait à l'époque entre les enjeux qui nous occupent et la question nationale. C'est là-dessus que je crois qu'on a un bon travail, on a une mission assez enthousiasmante, nous, au Bloc, qui est de faire le lien entre les deux, de l'expliquer, en tout cas, comptez sur moi pour le faire modestement en ce qui me concerne lors de la prochaine élection. Bon, fait qu'on compte sur vous. On réfléchit à ça pendant 2 instants et on vous revient. On continue sur élection fédérale, Bloc québécois et Simon-Pierre Savard-Tremblay lui-même en personne. Les gars vont mêler cash, tu peux même pas nous acclacher.
émane avec une chanson dont le titre est, ma foi, tout indiqué pour la discussion qu'on va avoir. Ça s'appelle Pas besoin. Alors, est-ce qu'on a besoin du bloc ou on n'a pas besoin? C'était trop facile. Oui. Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous vous êtes fait connaître comme intellectuel ces dernières années, comme essayiste. Vous avez traité notamment des questions de libre-échange et tout ça, des dossiers dans lesquels vous prenez une position assez progressiste, plutôt à gauche, on va dire ça comme ça, là, où vous pourrez peut-être mieux le décrire que moi. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui avait martelé un discours, notamment dans l'essai Le souverainisme de province, en vertu duquel vous disiez, et là vraiment je résume, puis encore là vous me corrigez si je me trompe, là j'y vais grossièrement, vous disiez essentiellement que les souverainistes se sont un peu trompés en se confinant au cadre actuel, en voulant davantage gouverner dans le statu quo, en attendant le mythique référendum qui arrivera un de ces jours. Ils se sont donc trompés en faisant ça, plutôt qu'en essayant de réaliser concrètement l'indépendance à travers une démarche voilà, très concrète, justement. Est-ce que le Bloc québécois, c'est pas le summum du souverainisme de statu quo? C'est-à-dire que vous allez, non seulement dans le statu quo, vous allez à Ottawa faire fonctionner le Parlement fédéral? Faire fonctionner, oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, vous comprendrez que la liberté que j'avais comme essayiste, j'arrête pas, tout d'abord, j'arrête pas de réfléchir parce que je suis en politique, ça c'est clair, mais il y a un lieu pour la distance, pour les divergences, puis il y a un lieu quand même où on finit par se rallier une plateforme commune. Première chose à dire. Mais ce que je vous dirais, c'est ce que je disais dans le souverainisme de province, essentiellement. Puis d'ailleurs, je parlais du bloc à la fin. J'en parlais, d'ailleurs. Je pense que vous l'avez lu, d'ailleurs. En tout cas, vous étiez à mon lancement. Mais j'en parlais du bloc dans l'épilogue. Bon. Et puis, parce qu'on était à ce moment-là en pleine crise autour de l'arrivée de Mario Beaulieu. Bon, c'était une autre période. Ouais. Mais ce que je disais essentiellement, je parlais justement du souverainisme de province, qu'on s'était confiné dans le bon gouvernement. La meilleure façon, c'est logiquement de passer à un indépendantisme de pays. Et le Bloc peut être un outil extrêmement important pour comprendre comment ça fonctionne à Ottawa, comprendre comment un pays fonctionne, en fait, parce que c'est là où les décisions qui touchent un pays peuvent se passer. C'est le discours de Martine Ouellette, ça. Mais aussi pour débusquer comment, puis Martine est une amie, là, moi je ne jette pas la pierre à Martine, la crise est derrière, puis d'ailleurs dans cette crise-là, j'étais commentateur à l'époque et je suis un des seuls qui a jamais déversé de venin sur aucun des deux côtés d'ailleurs. J'ai jamais traité personne de traître, d'imposteur. Mais je disais pas ça, moi, pour vous identifier à la pestiférée. C'était pas ça du tout. Mais j'allais dire que tu préparais ton arrivée. Mais il se trouve qu'effectivement, elle disait ça. Elle n'est pas le seul non plus à dire ça. C'est une façon de se rompre au dossier d'un pays indépendant. Oui, puis aussi de débusquer tous ces petits coups-là que peut-être qui ne résonnent pas assez dans l'espace public québécois. Vous vous souvenez du scandale des commandites? C'est quelque chose qu'on n'aurait pas su sans l'intervention du Bloc québécois. Après, on peut avoir été critique sur l'action quotidienne du Bloc. Moi-même, je l'ai été dans le passé, mais il y a un moment donné où là, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste, le mouvement indépendantiste est en train de se recomposer. Il est en train de se refaire des forces. Puis je peux vous dire que c'est un outil extrêmement puissant qu'on a, d'avoir la chance immense d'avoir une caméra et un micro directement dans le Parlement duquel on veut se libérer. Ça serait complètement idiot de cracher sur cette occasion-là. Mais quand, parce qu'on ne doute pas de votre grande capacité, quand vous allez être élu et vous allez être député du Bloc dans votre nouveau comté, et qu'un de vos commettants va vous demander de faire bouger les choses pour lui dans tel ou tel dossier qui implique le gouvernement fédéral, et que vous allez obtenir satisfaction parce que vous êtes convaincant et persuasif, puis vous allez bien faire marcher le Canada pour lui, serez-vous pas en défaut, en porte-à-faux avec vous-même? Serez-vous pas en train, comme je le disais avant, puis je vous promets de plus répéter ça, mais de faire marcher le Canada comme indépendantiste? C'est un peu particulier. Mais je vais vous dire, il y a quand même des cas de compte à régler. Là. Il y a quand même des cas pour nos concitoyens, puis il faut toujours être là, il faut toujours être très actif. Il y a quand même certains cas où la question du régime politique doit, sans dire qu'elle passe à côté, il y a quand même certains cas, des urgences quotidiennes. Je vais vous dire, cet après-midi, je suis allé me faire une prise de sang. C'est mon ben pas une prise de sang, je suis allé faire un don de sang. C'est la première fois de ma vie. Ça ne m'empêche pas, comme être humain, même si je suis dans le Canada, d'aller faire un bon geste quand même. J'ai pas fait marcher le Canada à aller faire un don de sang cet après-midi. Mais je vais vous dire des drôles d'affaires. C'est que si on peut avoir certains moyens, puis ce que j'ai toujours dit, même dans le souverainisme de province, même si je critiquais le fait qu'on s'est trop souvent, comme mouvement souverainiste, contenté du système québécois avec les limites qui lui est imposées, j'ai toujours dit quand même, si on a des pouvoirs, utilisons-les quand même comme du monde. C'est pas parce qu'on considère qu'on va aller plus loin, qu'il faut aller plus loin, qu'il ne faut pas s'en contenter, qu'on ne doit pas utiliser les pouvoirs qu'on a. Alors, l'appétit vient en mangeant, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ben, historiquement, c'est ce qu'on constate. Historiquement,
l'indépendance est devenue une idée populaire, est devenue une idée qui a été mise à l'avant-plan dans les années 60 parce qu'il y avait une vague d'affirmation, parce qu'il y avait la Révolution tranquille, parce qu'il y avait un moment où on était en train de reprendre notre place ici. Puis là, à un moment donné, il y a une gang parmi ces gens-là qui se disent « OK, mais à un moment donné, on va plafonner ou si bien aller plus loin. Faisons sauter ce plafond-là. » C'est comme ça que l'indépendantisme est venu. Donc oui, l'appétit est en mangeant. Gabriel Beauchemin. En fait, disons, ce qui est visible en dessous de ta question, Nick, c'est que c'est la question, la présomption selon laquelle le Québec serait plus à même de devenir un pays si l'ensemble des freins étaient posés contre lui. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de misère, là, effectivement, il prendrait conscience de la nécessité d'être indépendant, puis il ferait l'indépendance. Cela dit, puis je le mettrai en comparaison avec des mouvements de travailleurs, des mouvements syndicaux. À travers l'histoire, c'est souvent quand les mouvements syndicaux, puis les syndicats étaient très importants dans les entreprises, qu'il y a eu des gains qui ont été importants. C'est-à-dire que quand on avait obtention de ce qu'on voulait, c'est précisément dans ces moments-là où comme Simon Pierre le mentionnait, là où l'appétit se poursuit, puis se nourrit, se cultive, si on veut. Et donc, c'est à se demander si, est-ce que l'État du Québec aurait à gagner d'être maintenu dans un carcan, puis de saisir pleinement, puis matériellement son carcan pour pouvoir mieux en sortir, ou si c'est précisément dans la manière avec laquelle il peut améliorer son sort qu'il va chercher à devenir indépendant. Ma foi, Gabriel, il faut que tu te présentes pour le bloc aussi. Le dilemme est là. Je vais vous donner un exemple, mais c'est vrai qu'il y a un piège qui fait qu'après plusieurs années, quand on voit qu'on n'arrive pas à l'objectif final, on peut finir par s'asseoir sur ses lauriers. Mais prenez par exemple le cas de la loi 101. Camille Lorrain, au moment où il l'a fait adopter, il dit « On a besoin de ça pour être indépendant parce qu'on a besoin de reprendre confiance. On a besoin de savoir qu'on est capable. » Mais plusieurs disent qu'au contraire, ça a comme désamorcé la volonté indépendantiste, puisque les Québécois sont devenus confortables dans ce Canada qui acceptait la différence, le fait français davantage au Québec, un peu malgré lui, mais en tout cas, ça a marché quand même. J'y arrivais justement, c'est que ça, c'est la loi 101 40 ans plus tard, c'est-à-dire la loi 101 où il reste à peu près plus rien de ce que c'était à l'époque. À cause de cette intervention, de cette Cour suprême-là, qui applique une constitution qu'on n'a jamais signée, il n'en reste plus rien, puis en plus, ça donne cette impression, cette fausse impression de confiance. Sauf que dans les faits, il fallait avoir cette confiance-là pour être capable de se dire « nous serons capables d'avoir un pays », regagner le contrôle de notre économie, regagner le contrôle de notre système d'éducation, comme c'était les enjeux de cette loi 101-là. C'est un peu un passage obligé. Autrement dit, une reconquête, ce n'est pas qu'un moment, ce n'est pas un grand soir référendaire, c'est un processus, c'est une série d'actions, c'est une série de gestes de reconquête. Alors, si le Bloc est utile dans une perspective indépendantiste, on est bien obligé de faire le constat que ça n'a pas produit des résultats spectaculaires à ce jour. Qu'est-ce qu'il faut changer? Allez-vous changer le Bloc de l'intérieur? Avez-vous une idée pour le rendre plus efficace dans sa mission indépendantiste, qui n'est pas sa seule mission, hein? Votre chef réitère le mantra habituel qui est d'une part servir les intérêts du Québec à Ottawa et d'autre part faire la promotion de l'indépendance. Comment pensez-vous pouvoir mieux concilier ces deux pôles-là et faire du Bloc un parti indépendantiste plus efficace? Oui, mais je vais vous dire, c'est que quand vous parliez tout à l'heure de mon essai du souverainisme de province, un des éléments que j'abordais là-dedans, c'est que l'indépendance, ce n'est pas qu'un statut. Ce n'est pas que changer un drapeau par un autre. C'est une pratique. C'est quelque chose qui se fait dans les faits. Un des éléments derrière ça, par exemple, regardez le Bloc qui vient de déposer un projet de loi sur le rapport d'impôt unique. C'est quelque chose qui va nous rendre plus indépendants dans les faits, dans ce domaine-là. Puis le pouvoir de taxation, c'est la base de la souveraineté. Même vous regardez l'histoire de... Est-ce qu'on peut dire autonome? C'est une politique autonomiste, finalement. On gagne de l'autonomie pour le Québec. Et là, on part de là, puis on dit l'appétit vient en mangeant. Mais en fait, il y aura d'autres étapes. Ce que je vous dirais, c'est de réduire la dépendance du Québec au quotidien, dans les faits, dans les actions, dans les politiques, dans la réalité. On réduit la dépendance du Québec et ça fera, à la limite, quelque chose de moins à négocier quand ça sera le temps de négocier la totale. Encore faudrait-il que ça se fasse, hein, évidemment. Encore faudrait-il que ça se fasse, bien entendu. Et si ça ne se fait pas, les Québécois en prendront acte. Alors, oui, Gabriel? J'aurais rapidement une question. Comment, au Bloc, vous interprétez ou vous jugez annonciateur la récente chute du PQ aux élections provinciales? Comment vous le sentez? Est-ce que vous voyez là, effectivement, il va y avoir un grand défi devant nous, ou c'est une chute qui est d'un autre ordre que l'élan qui peut nourrir le Bloc québécois? La question qu'on m'a posée tout à l'heure, en fait, exactement. Exactement, on la repose à Simon Pierre. Je n'avais pas entendu la réponse de Viviane tout à l'heure. Je ne sais pas si elle veut me la résumer en quelques secondes. Non, mais en fait, c'était très... je ne me commets pas. Alors, répétez.
répétez pas ça, s'il vous plaît. Moi, je vais me commettre sur le fait que c'est En clair, une minute à peu près. c'est factuel. Le PQ a chuté drastiquement à la dernière élection. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Québec solidaire qui est un groupe parlementaire accru en nombre. Et il y a le PQ qui est en pleine remise en question, on ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Puis il y a Catherine Fournier, aussi députée de Marie-Victorin, qui tente quelque chose de neuf. Donc, une chose est certaine, il se passe quelque chose en ce moment. Nous, au Bloc, on est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, on ne veut pas se camper sur les divisions qui peuvent se passer au provincial. On veut jouer un rôle, idéalement, j'allais utiliser le terme de convergence, mais c'est hautement connoté. Alors, on va parler Fédérateur. de fédérateur, oui, sans parler de fédéralisme. Donc, on veut jouer un rôle qui va là-dedans, mais c'est évident qu'il se passe quelque chose. Tout le monde prend acte des résultats. Et c'est évident que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd qu'on a un renouvellement à faire. On vous a quand même fait dire fédéralisme et province dans votre dernière phrase, mais quand même, c'est Vous beaucoup allez me faire dire que c'est mon programme. C'est ça, on va faire un montage. Merci Simon-Pierre, ça va trembler. Merci à tous, Nick Payne avec vous. Merci Viviane, Martine Roquereau, Gabriel Beauchemin, Simon-Pierre, ça va trembler. Et Louis Garon. De 17 à 18 heures.